Salut, bienvenue sur la chaîne Old American Roads. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, car il y a un petit moment de ça, je vous avais demandé de poser vos questions et j'allais y répondre en vidéo. Et bien voilà, ce jour est arrivé, je vais y répondre. Donc plusieurs d'entre vous ont joué le jeu, je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible, et pour changer, j'ai décidé de m'essayer au fond vert. Voilà. Oui, derrière moi, ce n'est pas vraiment la Californie. On ne peut pas y aller pour de vrai pour l'instant. Donc je me suis acheté un petit drap vert exprès pour faire des fonds verts et j'essaye à ça. C'est compliqué, il y a vachement de boulot au niveau de l'image et tout ça. C'est pas parfait encore, mais ça peut être marrant. Et ça permet de changer de décor d'un claquement de doigts. Voilà, là on est ailleurs. Super. Je vous fais voyager en même temps. Allez. On n'est pas là pour voyager, on est là pour les questions. Donc on commence avec la première question qui a été posée par Fred T. Donc, Fred, tu me dis, tu parles beaucoup plus de la Chevelle que du GMC et j'aurais voulu en savoir plus sur ton truck. Pourquoi as-tu choisi ce modèle? Tu l'as passé à l'éthanol? Très bonne question. Et si je parle plus de la Chevelle que du GMC dans la vidéo, je pense que c'est en partie parce qu'elle représente quand même plus d'intérêt à mes yeux. C'est une vieille voiture, c'est quand même une voiture d'exception, on va dire. Alors que le pick-up il date des années 90, on en voit quand même plus. C'est un peu moins bien à mes yeux. Mais bon, je parle quand même pas mal du GMC. Et t'as dû voir quand même que dans les vidéos récentes, il y en a plusieurs qui tournent autour du GMC. Et c'est pas fini. Alors pourquoi j'ai choisi ce modèle? Parce que je cherchais un pick-up récent, enfin récent, je veux dire qu'elle avait moins de 30 ans, de manière à avoir quand même pas mal de puissance et en même temps une consommation assez réduite, et qui rentre dans mon budget, très important. Et donc je me suis arrêté sur les modèles 88-98, les GMC Sierra et Chevrolet Silverado, plus précisément 96-98, pour avoir le moteur Vortec et avoir 255 chevaux au lieu du TBI, autrement dit injection monopoint, qui fait 200 chevaux. Et en plus, il me fallait une porte à l'arrière pour pouvoir faire grimper mon chien, qui se calerait paisiblement derrière les sièges. J'étais intéressé aussi par les Dodge Ram des années 90, début 2000 aussi. J'ai failli acheter un Ram, mais quand même j'ai eu un petit coup de cœur pour la version GM, qu'on appelle le GMT 400. Donc le GMT 400 c'est les 88-98, Silverado, Sierra, que ce soit 1500, 2500, 3500 pour les plus gros. Je les adore parce qu'ils sont encore tout carrés. La génération d'après commence à être un peu arrondie, elle est superbe, mais elle est moins carrée. Alors une petite précision par rapport au GMC, il n'est pas de 98, il est de 1999. Alors que 99, c'était déjà les nouvelles générations. Eh bien non, ils ont continué à construire les anciens modèles jusqu'en l'an 2000, qu'ils appelaient du coup Sierra Classic. Donc le Sierra et le Sierra Classic en 1999, c'est pas du tout la même chose. Mais du coup, pour les pièces, quand j'en commande, je cherche modèle 98, parce que sinon il va pas me donner les bonnes. Ça aurait pu être un modèle 98, qui n'a pas été vendu et qui a été immatriculé en 99, mais non, parce que le numéro de série est différent. Et ouais. Question suivante. Alors maintenant, voilà une question de Petit Bambou. Ça, c'est du pseudo. Donc ta question, c'est: est-on vraiment libre aux USA? La mentalité américaine est-elle plus cool qu'en France? Et les Camaros. Donc, est-ce qu'on est vraiment libre aux USA? La notion de liberté aux USA est quand même assez particulière. Parce que certes, t'es plus libre au niveau espace et tout ça, c'est génial. Tu peux avoir des armes, tu peux tirer comme tu as envie, tu peux avoir des voitures de dingue. Et c'est ça justement pour eux. Du moment qu'ils peuvent rouler dans une bagnole qui a un compresseur gros comme ça, qui date des années 30, qui fait plus de 1000 chevaux, tout ça en tirant avec son pistolet, eh bien l'Américain il se sent libre. Il met un drapeau devant sa maison. Par contre, il y a plein de trucs
des petits détails qui sont quand même, je trouve, assez restreints niveau liberté. Certes, c'est le pays de la liberté d'expression, mais quand tu vois qu'à la télé, s'il y a un petit bout de téton qui sort, ça fait scandale dans tous les États-Unis, c'est chelou quand même. Certes, on a l'impression qu'ils sont plus libres par rapport à nous, parce que nous, déjà, on est tout entassé, et encore, faut pas se plaindre, il y a des pays, c'est bien pire. Nous, on a plein de restrictions, le contrôle technique pour les automobiles, la limitation de vitesse qui est de plus en plus faible. On est de plus en plus surveillé avec des radars et tout. Et bien, il y en a quand même là-bas, faut pas vous leurrer. Les flics, faut pas oublier qu'ils sont cachés derrière des panneaux des fois. Il y a les hélicos qui tournent. Certes, c'est pas pareil que nous. Et il y a aussi des routes payantes. Et certes, c'est vrai que les trois quarts des routes, c'est un régal à conduire dessus, c'est gratuit. Celles qui sont payantes servent juste aux abords des grosses villes à passer plus vite. Les ponts sont payants des fois aussi. Mettons, s'il y a un grand lac à traverser, au lieu de faire tout le tour, tu peux prendre un pont payant. L'entrée dans San Francisco est payante, par exemple. Voilà pour ça. Si vous avez des commentaires à faire là-dessus, si vous avez vécu aux États-Unis, vous le saurez probablement mieux que moi. Alors notez-les en commentaire, partagez, qu'on en discute. Tu me parlais aussi de la mentalité américaine, si elle est plus cool qu'en France. Eh bien, il y a un truc qui est indéniable, c'est le respect que j'ai remarqué là-bas. Tu marches dans la rue, des fois on se baladait dans la rue, j'aime bien me balader dans les quartiers, voir les maisons et tout ça. On se baladait un jour à pied dans une petite ville vers Santa Barbara en Californie. C'était un dimanche matin, et là tous les gens qu'on croisait, bonjour, comment ça va aujourd'hui? Ça nous a surpris un peu. Après tu t'habitues, tout le monde te demande comment tu vas et tout, ça fait partie du bonjour en gros. On n'a pas l'habitude en France, ici limite ils changent de trottoir pour pas avoir à te regarder, pas avoir à te parler. Ça c'est un truc que j'apprécie vraiment là-bas. Tout le monde est sympa, accueillant. Par contre, tout le monde a l'air d'être un peu copain, mais au moindre truc tu finis au tribunal. Donc la mentalité, ça dépend peut-être des endroits aussi. J'ai pas fait tous les États, j'ai pas fait grand chose en fait par rapport à la superficie. Je connais que le sud-ouest pour l'instant. Et les Camaros. Tu veux savoir si la mentalité des Camaros est plus cool qu'en France? Ouais. Parce qu'elles font plus de bruit. Allez, on continue avec Eddie Gallardo. T'aimes les Lamborghini, toi, on dirait. Donc Eddie demande, si j'achète une voiture vue aux USA, quelle démarche à faire et quel coût total prévoir en plus du véhicule? Ça tombe bien, je peux peut-être t'y répondre parce que j'ai acheté une voiture aux USA. Donc pour acheter la voiture, c'est pas compliqué. Si t'as du cash sur toi, t'achètes ce que tu veux, ça c'est le plus facile. Bon, après, il y a la question législation. Parce que tu peux acheter la voiture et ne pas avoir le droit de rouler avec. Théoriquement, si t'as pas d'adresse là-bas, je sais pas si tu peux. Moi, je l'ai fait. T'as aussi, suivant les États, je sais pas, je ne connais pas la législation de tous les États. Ça, c'est un truc qu'il faut s'en renseigner avant d'acheter. Tu as, je crois, 72 heures pour pour aller à la DMV, pour faire la carte grise, en gros. Ce que nous, on ne fera pas, puisque on va exporter la voiture vers la France ou la Belgique. Moi, ce que je peux te dire, c'est ce que je sais. Donc, ma Chevelle, je l'ai achetée. Pour pouvoir l'assurer, impossible d'assurer une voiture sachant que je n'avais pas d'adresse là-bas. J'étais dans un hôtel. Par contre, j'ai pu assurer la responsabilité civile avec un courtier français qui est installé là-bas. Et après avoir roulé un petit peu avec la voiture, je l'ai amenée directement chez le transitaire. En l'occurrence, c'était Direct Express Inc. à Gardena, en Californie. Je leur ai posé la voiture avec les clés, on a fait un tour, les papiers, et c'est eux qui me l'ont envoyé en France. Et le prix du transport varie en fonction de la voiture, en fonction de l'endroit d'où tu l'envoies. Là, en l'occurrence, moi, ça m'avait coûté 3000 € à peu près pour faire Los Angeles jusqu'au Havre, tout compris avec le dépotage, le dédouanage. Après, si tu achètes une voiture qui est beaucoup plus chère, plus la valeur de la voiture est grande, plus ça sera cher. Puisque la valeur déclarée pour les assurances et tout, il faut prendre l'assurance pour le container. Parce que souvent, il y a des containers qui font... Par contre, si tu importes une voiture depuis la côte Est,
donc New York, Miami, ça sera forcément moins cher puisqu'il y a moins de trajets. Donc là, il faudra compter peut-être plutôt dans les 2000. Donc tout est à calculer. Donc on va dire qu'en moyenne, on compte entre 2000 et 4000 euros pour importer. Si c'est un pick-up, ça sera plus cher parce que c'est plus gros. Voilà, si jamais un jour tu comptes importer une voiture, je te conseille de te rapprocher d'un importateur sérieux ou alors de t'occuper de tout toi-même. Allez, changement de décor pour la nouvelle question qui est de Greg VWSE. Alors toi tu me demandes si la Challenger consomme en prévoyant un road trip de 5-6 000 km. Alors il se trouve que la dernière fois en Challenger, on a fait 5400 km exactement. Je vous conseille d'aller voir l'épisode numéro 20 où j'explique tout. Si ça consomme, c'est bien français ça de demander la consommation. On s'en fout de la consommation. C'est pour se faire plaisir quand on va là-bas. Bon, ça compte un peu quand même, sachant que même là-bas les carburants ont bien augmenté. C'est toujours sympa d'avoir une voiture qui consomme pas beaucoup. Après, il faut faire la part des choses. Tu veux une voiture qui consomme pas beaucoup, ou tu veux une voiture puissante et dans laquelle tu te feras méga plaisir. L'idéal, c'est d'avoir le juste milieu. Et bien justement, la Challenger, elle consomme, je trouve, que dalle par rapport à la puissance qu'elle fait. La Challenger, elle faisait 375 chevaux en version RT. Mais grâce à la déconnexion des cylindres, parfois le moteur il passe en 4 cylindres quand tu roules doucement. Du coup, tu abaisses la consommation, mais un truc de dingue. En moyenne, sans compter les fois où on était dans les bouchons à LA, ou les fois où on roulait tout doucement parce qu'on cherchait des trucs, on se baladait pour regarder les bagnoles des maisons. Là forcément la consommation elle monte parce que c'est un V8, faut pas l'oublier. Sur les grands trajets, les grands axes et tout ça, juste en traversant quelques villes et tout ça, bref, l'équivalent de l'autoroute chez nous, elle faisait à peine plus de 8 litres au 100. Ouais, 8 litres. Franchement, c'est pas beaucoup pour cette bagnole. Voilà donc pour 5-6 000 km. Après, tout dépend du cours du dollar-euro et puis du prix de l'essence sur le moment et où tu vas. Proche des aéroports, c'est super cher. Dans la ville, c'est super cher. Par contre, quand tu t'éloignes des grandes villes, des fois, c'est un peu moins cher. J'ai mon petit carnet. Je notais tout là-dessus. Tu vois, j'ai mes 3 voyages qui sont marqués là. Donc pour à peu près 5400 km, niveau essence, on a mis pour 523,73 $, ce qui fait à peu près au cours de l'époque 475 € d'essence pour 5400 bornes. Ça fait rêver quand même, non? Même si c'est beaucoup plus cher qu'avant. Ce qui fait... ça fait moins de 10 centimes le kilomètre. Et là je vais vous faire râler. Quand j'y suis allé en fin 2008, avec une voiture qui faisait 218 chevaux, une Pontiac G6 GT, j'en ai eu pour 145 € et 63 centimes pour 3200 km. Question suivante. Ludo SRT qui me demande: comment as-tu préparé ton road trip? Es-tu passé par une agence de location? Non. Moi je suis du genre à chercher vraiment les trajets tout seul comme un grand. Les agences de location c'est bien si vous n'êtes pas trop aventurier, si vous savez pas trop comment vous organiser, si vous avez peur et tout. Mais moi ça m'intéressait pas parce que en fait les agences souvent c'est des trajets prédéfinis. Moi j'aime pas trop les trajets prédéfinis, sauf si c'est moi qui les ai prédéfinis. Donc la première fois j'ai calculé ça tout seul comme un grand, sans GPS en plus. La deuxième fois, tout seul aussi, de toute façon j'ai pas beaucoup bougé parce que c'était surtout pour trouver une voiture. Et la troisième fois, j'ai calculé ça tout seul comme un grand. Regardez encore une fois l'épisode 20 d'American Trip, j'explique tout. J'ai préparé mon road trip tout seul sur Google Maps. Ouais, allez, on en profite un peu pour vous faire voyager. C'est sympa ça, j'aime bien. C'est beau, j'adore les trains. J'adore les trains comme ça qui arrivent là. Tu les entends arriver, écoute le klaxon. C'est chouette.
Allez, question suivante, celle de Chris Lebrun. Lebrun. Chris, tu nous demandes comment est calculée la puissance cubique, ou du moins à quoi ça correspond en puissance pour nous. Bon, ok, là, il faut changer le fond vert. On va mettre une petite salle de classe. Parce qu'il va falloir refaire un petit cours de base. Alors, pour commencer, la puissance cubique, ça n'existe pas. Parce qu'une puissance, c'est pas cubique. Un truc qui est cubique, c'est un cube, par exemple. Je suis sûr que tu confonds comme beaucoup les cubic inch, donc les pouces cubes, soit la cylindrée, avec la puissance de la voiture. Donc la cylindrée exprimée en cubic inches, tout simplement c'est la traduction des centimètres cubes qu'on a chez nous. Et vu que là-bas, ils n'ont pas le système métrique, c'est le système impérial. C'est impérial ça, ouais je crois. Bref, c'est le système américain qu'ils ont tout en pouces, en pieds. C'est une vraie galère. Donc du coup, c'est des pouces cubes, cubic inch. Et la puissance, forcément, elle n'a rien à voir. Ça varie en fonction de la cylindrée, bien entendu. Plus il y a de cylindrée, plus il y a de puissance. Ça, c'est logique. Mais ça n'a rien à voir. Petite précision à apporter à ce sujet. Souvent, on voit sur les muscle cars, jusqu'en 1972, si je ne me trompe pas, des puissances assez extravagantes. Tu vois, des voitures qui font 375 chevaux, 425 chevaux. Il faut savoir que c'est exprimé en puissance SAE. C'était la puissance au moteur, pas la puissance à la sortie des roues. Si tu veux bien comparer avec les voitures modernes ou les voitures d'après 1972, vous avez remarqué qu'après 72, les voitures sont bien moins puissantes. Et bien tout simplement parce que la prise de mesure de la puissance est totalement différente. Elle est aux roues. Donc si tu veux faire une bonne comparaison, il te faut enlever à peu près 25% à la puissance SAE affichée. Donc, notre voiture qui fait 375 chevaux, SAE, si on enlève les 20%, ça fait donc... Hop, je me suis trompé. Ça fait donc... Oh! Elle ne fait plus que 282 chevaux. Et ouais. Bon, après, il y a un autre truc, c'est que la puissance a baissé aussi à cause du crash pétrolier de 1974. Mais ça, c'est un autre débat. Bref, tout ça pour dire, ne confondez pas cubic inch avec la puissance. Je vois trop souvent des annonces de bagnoles, mettons une Chevrolet Camaro, 350 chevaux de 1979. Et non. 350 cubic inch. Oui. Parce que 350 CI, 350 CH, on a tendance à confondre. Non, ne faites plus l'erreur. Voilà, j'espère que ce petit interlude technique vous aura plu. Il y a sûrement des personnes qui sont bien plus calées que moi, du moins bien plus calées pour savoir les expliquer. Donc cherchez sur internet si vous voulez en savoir plus. Mais il fait chaud quand tu filmes en studio avec des projecteurs et un fond vert. C'est pas le fond vert qui donne chaud, c'est tout le reste. Allez, on passe à la question de Charles Viala qui me demande, attention, c'est long et précis. Ouais, j'ai un papier là. Là, je vous le montre ici, parce que j'ai fait une petite capture d'écran des questions pour que vous le voyez à l'écran. Parce que moi, je suis pas un mytho, tu vois. Et j'ai aussi un papier, je l'ai noté, c'est plus pratique. T'as vu? Donc, Charles, il demande, acheter une voiture au début d'un road trip, rouler avec sur place tout au long du séjour, et la ramener en France à la fin du voyage, est-il possible? Que ce soit avec un véhicule récent, voire neuf, à une voiture fin 60. Bah, c'est un petit peu ce que j'ai déjà répondu à Heidi. Acheter la voiture sur place, c'est pas un souci. Acheter une voiture neuve, c'est peut-être un petit peu compliqué, sauf si tu débarques avec des valises pleines de cash, ou si tu fais un virement directement au dealer. Ouais, ça se dit dealer.
Là-bas, les dealers, c'est pas que pour la drogue. Ou sinon, si t'achètes une petite voiture que t'as vue qui est pas chère, allez, ouais, ce pick-up là-bas de 82, il me plaît. Pam, j'ai 2000 $ sur moi, je l'achète. Ouais, il est pas cher celui-là. Donc tu peux rouler sur place pendant tout le long du séjour. Après, si c'est une vieille bagnole, faut se dire qu'il y a quelques risques. Bon, hormis l'assurance dont j'ai parlé tout à l'heure, toujours, il faut savoir avant d'y aller, avant de se lancer, quelles sont les législations de chaque État. Et aussi, imagine si tu roules dans une bagnole qui n'a pas roulé depuis 10 ans, ou même qui n'est pas forcément super bien entretenue. Tout dépend ce que tu achètes, tu peux tomber en panne, tu peux éclater un pneu. Si t'es à la roue de secours, ça va. Il peut arriver tout et n'importe quoi dans une vieille voiture, même si tu roules en France. Donc là-bas, imagine. Après, l'avantage de rouler en américaine là-bas, c'est que tu trouves des pièces partout. Sauf si, bien sûr, tu as craqué sur une AMC Javelin de 1970 ou une Gremlin. Après, c'est clair que c'est un peu le rêve de tout le monde, mettons, de parcourir toute la route 66 dans une vieille voiture des années 60 ou début 70, suivant le choix de chacun. Ah, c'est clair. Tu t'imagines sur la route, là, avec ta vieille bagnole, ça serait la grande classe. Après, il y en a qui l'ont fait, moi j'ai roulé un petit peu. Franchement, c'est des trucs à réfléchir. Mais pareil, toujours question de budget là, ça se calcule. Et on finit avec une dernière question de Fred T, encore lui, qui me demande: tu roules qu'en américaine ou tu as une petite merguez en plus pour tous les jours? Pendant un moment, j'ai roulé qu'en américaine, mais l'américaine qui me servait pour tous les jours, j'ai pété la culasse. Donc j'ai acheté une française à côté, que j'ai revendue, j'ai acheté une allemande, que j'ai revendue, j'ai acheté une française. Bref. Là, actuellement, dès que c'est le week-end ou que je pars en vacances, je roule avec le GMC. Mais sinon, pour aller au boulot, sachant qu'en plus c'est des petits trajets, j'ai pas beaucoup à faire jusqu'à mon boulot, je roule en Golf. Ouais, c'est super original une Golf. Mais pas une Golf 4 ou une Golf 5. Moi je roule en Golf 2. Vous l'avez peut-être vu dans une précédente vidéo. Il me fallait une petite voiture sympa, pas chère, que je puisse rabaisser pour rouler peinard. J'aimerais bien rouler en américaine tout le temps, mais seulement des pas chères que je n'ai pas peur d'abîmer. Mais pour l'instant, j'en ai pas encore trouvé. La seule que j'avais trouvée pas chère, c'était un V8. Et niveau consommation pour tous les jours, c'était mort. Quoique, à réfléchir. Ça après, tout dépend sur quoi je vais tomber à l'avenir. Allez, voilà, c'est fini pour cette foire aux questions. Si toi aussi tu as une question à me poser, pose-la en commentaire et j'y répondrai. N'oubliez pas bien sûr d'aller faire un tour dans la boutique de fringues Old American Roads. Dans la bannière en haut, vous avez le lien, ou alors dans la description en dessous de la vidéo, vous y trouverez de super t-shirts, comme celui-ci. Allez genre, je me fais un petit selfie en Californie, voilà. Salut les copains, comment ça va? Avec ce petit logo alternatif Old American Roads. Et plein d'autres trucs, notamment des masques pour vous protéger de la Covid-19. Et comme d'hab, n'oubliez pas de partager la vidéo, vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est important ça pour recevoir les notifications. Parlez-en à vos amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Moi je vais voyager dans mon superbe décor. Ouais! Tu crois que je peux plonger dedans? Ouais.